du pouvoir politique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'État, c'est l'ossature de la République qui couvre tout le territoire national. C'est un organisme, une structure au service de tous les citoyens. Et cet État demeure, quoi qu'il arrive. Il n'est pas comme les ministres qui changent assez souvent, les premiers ministres. L'État, c'est l'ensemble des structures administratives qui font que notre pays tient debout et que les citoyens peuvent compter sur lui. Alors cette séparation entre le monde politique et l'État, le général de Gaulle a tenu absolument à la confirmer, cette séparation, alors qu'il y a très souvent, on le voit, une confusion entre les structures de l'État d'une part et le monde politique d'autre part. Alors, cet État, il est souhaitable, naturellement, qu'il soit neutre, ce qui est assez difficile à obtenir, et d'autre part, qu'il ait une certaine permanence. On ne peut pas, dans une république, soumettre les structures administratives à la bonne volonté des élus et des conjonctures politiques, parce que sans ça, l'État disparaît et n'a plus aucune autorité vis-à-vis du peuple. Alors le général a tenu absolument à ce que cette séparation entre les deux fonctions soit marquée par la Constitution. Et effectivement, vous avez vu que partout le général de Gaulle parle du chef de l'État, c'est-à-dire du chef des structures de l'État, et que le Premier ministre, lui, est chef de la formation politique, du gouvernement politique. Mais l'État, qui est composé donc de ses fonctionnaires, depuis les hauts fonctionnaires jusqu'aux plus modestes, l'État est en permanence et il a un chef, et ce chef, c'est le président de la République. Et quand on parle de supprimer le Premier ministre, à mon avis, on fait une très grave erreur, car la permanence de l'État et sa neutralité doit être assurée par le chef de l'État, par le président de la République. Et alors, dans toutes les dispositions de la Ve République, le général a tenu à marquer cette séparation. Et il a même donné, par l'élection du président de la République au suffrage universel, il a donné au chef de l'État le pas sur les institutions politiques, sur le monde politique, sur le Premier ministre, c'est lui qui le désigne d'abord, mais il lui a donné ensuite des pouvoirs considérables. Et ce pouvoir, il le tient, lui, le chef de l'État, de l'ensemble des populations, alors que les députés, le Premier ministre, ne tiennent leur mandat que d'une partie de la République, alors que lui, il tient son pouvoir de l'ensemble des électeurs. Par ailleurs, comme vous le savez, le général a donné au chef de l'État le droit de dissolution, c'est-à-dire qu'il peut, du jour au lendemain, après son élection, mettre fin au mandat des parlementaires. Il ne peut pas le faire très souvent, puisqu'il ne peut le faire quand il l'a fait une fois, il ne peut le faire qu'au bout d'une année, mais quand même, là, il a une arme considérable qui différencie, une fois de plus, l'État du monde politique. Ensuite, vous le savez, il a donné au chef de l'État l'article 16. Et l'article 16 donne la capacité au chef de l'État, pour assurer la continuité des pouvoirs publics, d'exercer presque le pouvoir absolu pendant un certain temps. J'ajouterais que si vous relisez la Constitution en détail, vous verrez qu'en cas de cohabitation, qui n'est pas naturellement exclue par la Constitution, en cas de cohabitation, et s'il y a un conflit entre la majorité parlementaire et le chef de l'État peut gouverner jusqu'à la dissolution qu'il prononcera. Si c'est tout de suite après son élection, il peut prononcer la dissolution tout de suite, mais il ne peut pas avant un an s'il y a déjà eu une élection. Donc par conséquent, pendant cette année, s'il était en conflit, imaginons un conflit du général de Gaulle avec une majorité qui lui soit opposée. Bon, s'il ne peut pas dissoudre immédiatement, il a, par la Constitution,
les pouvoirs d'arrêter le budget par ordonnance pendant cette année. Car vous savez, le budget est quand même la plus grosse décision que prend l'Assemblée nationale. Eh bien, le chef de l'État, regardez bien la Constitution, le général lui a donné la capacité, en cas de conflit entre une majorité parlementaire et le chef de l'État, au chef de l'État de gouverner jusqu'à ce qu'il dissolve, avec des ordonnances et de faire passer le budget à des ordonnances. Alors, il a donné également au chef de l'État le pouvoir de rappeler au peuple, ce qui est très important. Ce sont la capacité d'avoir recours au référendum. Alors, dans ces cas-là, le chef de l'État représente la permanence de la fonction publique en appel au pays. Il est certain que dans ces cas-là, s'il en appelle au pays, où il ne prend pas position, ce qui après tout, pourquoi pas, il pourrait dire, il y a un problème qui se pose, choisissez comme vous le souhaitez, moi je ne prends pas position, je suis l'arbitre suprême, etc. Ou s'il prend position, ce qui est arrivé avec le général, il faut, si jamais le référendum est négatif, naturellement, il faut qu'il s'en aille. Or, malheureusement, avec les récents président de la République, à 2 reprises, ce président de la République s'est trouvé en contradiction avec l'opinion publique. Une fois au moment de la dissolution, puisqu'il a eu une majorité qui lui était opposée, qui est arrivée, c'était, si je me souviens bien, en 97, oui, et une seconde fois au moment, naturellement, où il a pris position en faveur de la Constitution européenne. Donc là, le chef de l'État en appelle directement au peuple. Alors je voulais aussi vous parler de la volonté qu'a eu le général de renforcer les pouvoirs des préfets. Vous savez qu'en 1962, il a fait une réforme très importante pour renforcer les pouvoirs des préfets. Alors je peux vous en parler un peu parce que j'étais moi-même dans l'obligation, après ma nomination que vous avez voulu rappeler, d'appliquer cette réforme. Ça consistait à ce que le préfet soit vraiment le vrai patron du département. Alors qu'avant cette réforme, par exemple, les grandes directions départementales, la direction de l'équipement, même l'éducation nationale et toutes les autres grandes directions du département dépendaient directement de leur ministre. Et ces directions correspondaient directement avec les ministres, qui leur envoyaient des instructions, etc. Or, la réforme de 62 prévoit que toutes les instructions destinées aux directions départementales passent par les préfets. Alors, ça posait un sacré problème, parce que les circuits, en particulier du courrier, si vous voulez, s'adressaient toujours, le ministre de l'Éducation nationale à l'inspecteur d'académie, le ministre des Finances au contrôleur financier, le directeur de l'équipement départemental au ministère de l'équipement, etc. Il a fallu donc que cette réforme s'applique et rassembler auprès du préfet l'ensemble de la correspondance entre ces directions et Paris. J'aime autant vous dire que ça s'est pas fait facile. D'abord parce qu'il y avait des habitudes qui remontaient ancestrales, d'une part. Ensuite, que les directions étaient très contentes de pouvoir dialoguer directement avec leur ministre sans passer par l'échelon préfectoral. Donc la réforme, ça a l'air de rien, mais la réforme du service du courrier auquel le général a attaché de l'importance a été vraiment une petite révolution départementale. Alors il y a eu un autre, ça ce que je vais vous raconter maintenant est un peu anecdotique, il y a eu un autre sujet qui n'a pas trouvé sa solution. C'est que les frais de représentation des préfets sont en général votés par le Conseil général. C'est le Conseil général du département qui dote le préfet de frais de représentation, c'est-à-dire pour les réceptions, pour les... tout ça. Or, évidemment, dans une certaine mesure, ça place le préfet dans une certaine dépendance du Conseil général. Et nous avons d'ailleurs, parmi mes collègues, j'en ai un qui s'est disputé avec son Conseil général à tel point que le Conseil général lui a coupé les frais de représentation. Alors le général avait réservé à cette formule et il avait trouvé qu'il était pas convenable que le préfet, représentant de l'État, reçoive d'abord de l'argent du département, qu'il est chargé, et du Conseil général qui est chargé à une certaine mesure de contrôler, puisqu'il représente l'État au
Conseil général, et que ça plaçait le préfet dans une situation difficile. Alors il a demandé au ministre de l'Intérieur de faire une étude pour savoir si, à l'échelon national, le ministère de l'Intérieur pouvait doter les préfets de ces frais d'implantation. Mais on est arrivé à une somme considérable. Ça faisait beaucoup d'argent. Alors le ministère de l'Intérieur a trouvé que la réforme était bienvenue, mais qu'elle était difficile à réaliser matériellement. Ce qui fait que les préfets restent toujours dans cette situation, à savoir que leurs frais d'implantation dépendent du Conseil général. Alors, un bon préfet sait bien traiter son Conseil général, l'invite à des petits gueuletons, à des petites réceptions pour qu'il voit un peu de quoi, comment on utilise les frais d'implantation. Mais dans les grands départements, ça peut poser des problèmes quand même. Hein. Dans les grands départements où les préfets ont de lourdes charges financières, ça peut poser des problèmes. Alors, je voulais aussi ajouter que le chef de l'État, dans un certain nombre de circonstances, le chef de l'État étant De Gaulle, a pris directement en charge un certain nombre de questions dont il avait estimé à l'époque qu'elles étaient difficiles à régler en passant uniquement par le Premier ministre. Et la première de ces questions a été naturellement la Constitution, mais ça n'a pas posé de problème. Par contre, l'Algérie en a posé un. Et il a finalement, pour assurer que la continuité de sa politique serait vraiment respectée, il a décidé de créer un comité des affaires algériennes qui a siégé à l'Élysée, naturellement en présence du Premier ministre, en présence des ministres intéressés, des ministres des Armées, etc. Mais là, dans ce cas-là, le chef de l'État, pour assurer la continuité de sa politique, a tenu à prendre les choses en main. Ceci dit, une des tâches naturellement de l'État, c'est de s'assurer aussi que les lois qui sont votées sont appliquées. Et ça, c'est pas non plus une petite affaire. Alors, lorsque nous étions à Matignon autour du général, nous étions, nous, conseillers, en liaison directe avec les ministres. Le général était président du Conseil des ministres, donc nous avions notre interministériel. Si nous avions un problème, on traitait ça directement avec le ministre. Quand on est arrivé à l'Élysée, une partie de la même équipe qui s'est installée à l'Élysée, on a commencé à faire la même chose. Et on s'est fait taper sur les doigts par le général, qui nous a fait comprendre que nous n'avions plus à traiter directement avec les ministres, qu'il y avait un Premier ministre, et que nous ne devions pas passer outre au Premier ministre, qu'il fallait, si nous avions une affaire à régler, la régler par l'intermédiaire du Premier ministre ou de ses collaborateurs. Mais enfin, il nous a empêchés, à ce moment-là, d'être en prise directe à l'égard des ministres pour bien montrer la différence qu'il y avait entre la vie quotidienne, politique, etc., et le chef de l'État. Alors ça aussi, ça me paraît un indice important. Alors malheureusement, les choses ont évolué depuis De Gaulle, et il est certain que maintenant il y a une extrême confusion qui s'est aggravée avec l'actuel président de la République, puisque maintenant il est directement en charge, il prend tout en main, il est directement en charge. Donc par conséquent, l'indépendance de l'État ne paraît pas aussi évidente qu'elle devrait l'être. J'ajoute que certains présidents de la République, pour ne pas le nommer M. Mitterrand et actuellement M. Sarkozy, interviennent directement dans la vie des partis politiques qui soutiennent. M. Mitterrand a donné l'exemple en allant présider un grand congrès des socialistes, je ne sais pas où, à Nantes, je me souviens plus. Donc il y a là une très fâcheuse confusion. Le chef de l'État, de par les avantages et les pouvoirs qui lui sont donnés par la Constitution, doit naturellement dominer l'ensemble du monde politique, et en particulier les partis. Et c'était une raison d'ailleurs fondamentale pour laquelle le général a maintenu le septennat. Parce que pour lui, 7 ans, c'était à cheval sur des législatures, il avait un mandat plus long, quelque majorité que ce soit, quelques majorités parlementaires
qui sortent des urnes, il était toujours là et il assurait la continuité dont j'ai parlé au début de ce petit exposé. Donc le quinquennat, de ce point de vue, on a beaucoup craint qu'il soit instauré. Il est instauré. Les inconvénients que nous avons, vous tous et moi, avancés à ce moment-là, se confirment. En sens que, en effet, le président de la République est lié au parti complètement pour son élection, d'une part, et que il renvoie l'ascenseur en intervenant directement dans la vie des partis, puisqu'on a appris que M. Sarkozy allait quasiment participer à la campagne électorale pour les élections municipales. C'est quand même extravagant. Hein. Quand même extravagant. Alors, j'ai peur, mais je pense que vous partagez cette peur avec moi, que la Ve République, de par l'histoire du quinquennat, l'histoire du fait que les élections législatives et présidentielles vont se cohabiter, avoir lieu en même temps, j'ai peur qu'il y ait une très grave et très profonde déviation de la Ve République. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? On peut protester naturellement, on peut écrire, mais le Premier ministre a l'air d'accepter ça tout à fait tranquillement. Alors, je vous signale que du temps du général, le Premier ministre n'avait pas le droit de réunir le gouvernement sur la présence du chef de l'État. Il n'avait pas le droit, à Matignon, de réunir tous ses ministres. Il pouvait en réunir 2, 3, 4 ou 5 pour régler une affaire interministérielle, mais il n'avait pas le droit de réunir tout le gouvernement. Seul le chef de l'État doit présider le Conseil des ministres. Ça, c'est aussi un point important qu'il faut noter parce qu'il y a eu des déviations. Il y a eu des déviations où des premiers ministres ont réuni l'ensemble du gouvernement à Matignon dans la salle du rez-de-chaussée, alors que normalement, ils ne devraient pas, puisque le Conseil des ministres est par la Constitution présidé par le président de la République. Alors, pour en venir à ce qu'on peut faire, évidemment, on n'a pas beaucoup de moyens de pression pour éviter cette déviation. Et ce qui est grave, c'est que le Premier ministre accepte. Alors qu'il y avait eu avec Mitterrand, il y avait eu quand même de la part de ses premiers ministres, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ne serait-ce qu'avec Rocard, une prise d'indépendance du Premier ministre vis-à-vis du président de la République. Étant donné que le président de la République ne s'entendait pas très bien avec son Premier ministre, qui était pourtant du même parti que lui, il y a eu à ce moment-là, de la part du Premier ministre, une espèce d'indépendance vis-à-vis du chef d'État qui est resté un petit peu sur la hauteur. Alors maintenant, c'est la catastrophe parce que le Premier ministre est complètement passé dans la trappe.